Allô, bienvenue aux vidéos sur la cache. Premièrement, parlons de la cache en général avant de commencer à parler de la cache du navigateur. Euh, le concept, c'est de mettre quelque chose, soit qu'on calcule quelque chose, soit qu'on va chercher une information à quelque part sur Internet ou sur un autre ordinateur, ou peu importe, et on la met temporairement de côté parce qu'on va probablement en avoir besoin sous peu dans le futur. C'est plus rapide d'aller le chercher dans la cache que d'aller le rechercher à la source originale. C'est partout en informatique. Nous, on va parler de la cache du navigateur. Quand on va commencer à faire de l'hébergement, il y a une cache pour le DNS, Domain Name System. Il y a une cache aussi dans les processeurs. Il y a plusieurs niveaux de cache en fait dans un processeur. Euh, c'est vraiment partout. Votre ordinateur, il en fait sans que vous vous en rendiez compte aussi. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qui se passe dans le navigateur. Euh, parce que c'est aussi un cours, dans le fond, sur le web ici. À la cache du navigateur, mais les redirections permanentes, ce qu'on a vu dans le fond il y a peut-être 2 semaines, par rapport, c'est une redirection, elle peut être permanente ou temporaire. Les redirections qui sont permanentes sont mises en cache, dans le fond, sur l'ordinateur du client, dans le navigateur. On peut aller en voir un exemple. Je suis allé ici, mauvais. Puis un exemple qu'on avait vu, je vais juste ouvrir mon réseau. Voyons. Ici. Je vais faire la presse.com. On l'a vu en classe ici. On veut qu'il y ait une redirection vers .ca, premièrement. Je m'en vais ici. Je vais regarder. La presse.com, c'est un 302 qui redirige vers 301. Excusez-moi, je vais remonter ici. Je vais aller chercher le document. Parfait. Ici. Donc, celui qui m'intéresse, c'est le 301 ici. Je clique. OK, bon, parfait. Et là, on voit ici que c'est permanent. Moved permanently. C'est ici. Donc, si je fais la même requête, normalement, ça va m'écrire que ça vient de la cache. Donc, je vais le faire ici. Je vais refaire la même requête. Presse.com. C'est en fait le même comportement, c'est aller sur ici. Et je vais aller voir ici mon 301. Hop, on voit ici, c'est écrit cache du disque. Bon, il y a plein de requêtes qui se font ici. C'est les mêmes résurrections que tantôt. Un 302, un 200, un 301. Et là, cette fois-ci, je vois que c'est marqué cache du disque. Donc, il n'est pas allé voir sur le serveur, hey, c'est quoi le résultat de cette requête-là? Il l'avait déjà caché, on l'a déjà fait cette redirection-là. Il n'a pas, besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il faut faire quand je demande la presse.ca en mode HTTP. Excusez-moi ici. HTTP ici. Avec Move permanently à partir du cache du disque. Donc là, ça écrit qu'il y a une requête au serveur, dans le fond, dans la console, mais il n'y en a pas eu officiellement. Il est allé voir dans sa cache, il a dit, ben, j'ai déjà fait cette demande-là, j'ai déjà demandé la presse.ca en HTTP. On voit que le S n'est pas là, HTTPS. Et ils m'ont dit, ben, va-t'en à http://lapresse.ca. Je ne sais pas pourquoi la redirection est comme ça, elle a l'air d'être mal faite. Normalement, il devrait rediriger vers HTTPS ici. Mais c'est juste pour vous montrer que la cache est faite. Il y a plein de requêtes qui vont, c'est pas juste les requêtes qui vont être mises en cache, les fichiers statiques aussi. Je vais fermer ça. On va aller voir les images, par exemple. Cache du disque, vous voyez que toutes ces images-là, je les ai déjà téléchargées du serveur. Ils ont été mis dans mon navigateur à quelque part. En fait, quand on parle du navigateur, le navigateur qui a un emplacement dans le système d'exploitation quelque part, sur le disque, qui met ses fichiers de cache. Avec ça ici, oups, je vois l'image ici. Ça, on peut la voir à partir du cache. Ça me dit que j'ai eu un 200, mais il n'y a pas eu de requête qui a été faite. Je suis juste allé voir, est-ce que j'ai cette information-là dans la cache? Là, il y a un gros aspect de quand est-ce qu'une valeur devrait être revue. C'est ça qu'on va configurer dans le fond dans le cadre du cours.
Pour l'instant, nous, OK, à partir du 10 du cache, mais qu'est-ce qui fait que pendant un certain temps, il va aller voir dans le cache, puis après ça, après un certain temps, mais il devrait aller demander une nouvelle version au serveur, parce que peut-être que ça a changé. Si, si le web, ça change quand même beaucoup. Fait que même chose pour un JavaScript. Nous, on fait beaucoup de JavaScript. Je vais ici. Allez, comme un petit gelé. Bon. Le cache du disque. Avec les fichiers JavaScript sont mis en cache. Donc, quand vous allez pousser une nouvelle version sur votre site web avec un nouveau JavaScript, mais ça se peut qu'il ne soit pas pris en compte par les clients tout de suite. Parce que les clients vont avoir caché l'ancienne version, puis ils vont utiliser l'ancienne version pour un certain temps. Ici. Avec ressources statiques, le CSS, le JavaScript, les images, les pages HTML qui sont statiques. Par défaut, habituellement, ça, c'est caché par le navigateur. À moins qu'on le spécifie autrement. C'est le genre de choses qui sont cachées par le navigateur. Il y a des décisions qu'on va devoir prendre, nous, en tant que développeurs. Et quoi mettre dans la cache? On a vu qu'il y avait plein de choses qui se faisaient grossièrement automatiquement. Ça dépend aussi du framework ou de l'engin que vous utilisez. Combien de temps je mets ces informations dans la cache? On a parlé du JavaScript. Okay, c'est correct qu'il soit caché. Je pense que ça augmente la performance du site parce que l'utilisateur n'ira pas chercher tout le temps une version sur votre serveur. Donc, c'est plus long à aller chercher une version à quelque part sur Internet que de prendre la version que j'ai déjà localement sur mon poste. Combien de temps? Plus je mets la cache longue, mais plus ça va être long avec l'utilisateur refasse une requête vers le serveur pour avoir du contenu à jour. Qu'est-ce qu'on ne veut pas mettre en cache, mais les erreurs 500? Si quelqu'un fait une requête vers une de vos pages, puis ça donne une erreur 500, mais on aimerait ça que ça ne soit pas mis en cache, parce que sinon, la prochaine requête que la personne fait sur cette erreur-là, mais peut-être qu'elle va revenir de la cache, puis ça va afficher une autre erreur 500. Alors que peut-être que le bug est résolu, ou peut-être que c'était temporaire, ou peu importe, ça ici. Fait que les erreurs 500, on ne les met pas dans la cache. Tout ce qui est page à accès restreint aussi. Si vous avez des pages, par exemple, qui sont seulement disponibles pour les administrateurs ou qui ont de l'information sensible, on ne voudra pas la mettre dans la cache. Il faut garder en tête que la cache du navigateur, mais c'est des fichiers quelque part sur votre ordinateur, donc sont accessibles. Quelqu'un pourrait aller voir cette information-là. Mais la personne faudrait qu'elle ait accès à votre ordinateur ou votre compte, ou peu importe, mais quelqu'un, ce serait une faille de sécurité là, de mettre en cache l'information sensible. On l'a vu ici, j'en ai pas parlé, mais je vais le montrer ici. Quelque chose qui s'appelle Cache Control ici. La réponse vient du serveur et va lui dire comment réagir, quoi cacher, quoi faire ici. Il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'on voit ici par rapport à la cache. D'ailleurs, j'ai mis le lien ici pour Cache Control sur le Mozilla Developer Network. Nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre du cours, c'est public, private, no cache et no store. Ça, c'est une des informations. Et l'âge aussi. L'âge de la cache. Je m'en vais ici. On va aller voir. Oups. Tout. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'informations que ce que je vais parler. MaxTail, j'en parle pas. MinFresh, j'en parle pas aussi. Nous, on veut vraiment plus une introduction à la cache ici, là, parce qu'il y a beaucoup vraiment de choses qui peuvent immutable ici, stale while revalidate, reste, reste avec une vieille version, mais valide dans le fond s'il n'y a pas une nouvelle version pendant ce temps-là. Ce n'est pas des choses qui vont nous intéresser ici. Dans le cadre du cours, ce qui m'intéresse, c'est dans le fond de dire public. Dans le fond, on peut dire, quand c'est public, indique que la réponse peut être mise en cache par n'importe quel cache. OK, mais il y en a combien de caches? Mais c'est parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Il y en a sur votre ordinateur, mais par exemple, quand on est au cégep et qu'on fait une requête vers un serveur externe, il y a quelque chose qui s'appelle un serveur proxy qui peut mettre des choses en cache de son côté lui aussi. Sauf, il faut toujours garder ça en tête. Il y a plein d'ordinateurs le long de la ligne, dans le fond, juste entre vous et le site web que vous consultez, qui pourraient mettre l'information en cache.
Public, si c'est pas grave qu'on mette ça en cache, puis ça n'a pas d'importance ici. Au fond, on met public. Quand c'est private, ça indique que la réponse ne doit être mise en cache que pour un utilisateur donné et ne doit donc pas être mise en cache pour un cache partagé. Un cache partagé, serveur de proxy, le serveur dans le fond qui est entre vous, ben, entre vous et le réseau externe du cégep. Donc, par exemple, si j'ai des choses qui sont seulement pour un utilisateur en particulier, je pourrais faire private ici. Par exemple, mon compte de banque, on pourrait penser, OK, mais je pourrais le mettre en private. Mais gardez en tête que même si vous le mettez private et c'est en cache seulement sur votre poste, quelqu'un pourrait aller chercher cette information-là en hackant votre poste ou si votre disque dur n'est pas encrypté, mais quelqu'un peut juste retirer le disque dur de votre ordinateur, le brancher dans un autre ordinateur et avoir accès aux fichiers. Donc, private, pas nécessairement dans tous les cas ici. Dans un cas de données bancaires ou données sensibles, on peut dire ici no store. On n'emmagasine pas ça nulle part. Dans ce cas-là, votre ordinateur ne le mettra pas en cache et les ordinateurs entre vous et le site ne le mettront pas en cache non plus. Ça, c'est les trois. Lui ici, qui est le troisième, le quatrième, en fait, ici, no cache, c'est dans le fond que le navigateur doit toujours demander au serveur est-ce que c'est correct de cacher ou pas. Pour le cadre du cours, c'est pas important le no cache. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a différents niveaux ici pour contrôler. Le no store, on veut vraiment pas qu'il y ait de cache qui soit utilisé. Private, c'est seulement la cache du navigateur et public, mais peu importe, ça peut être une cache ailleurs. Il faut vraiment réfléchir aux ressources qu'on veut que ce soit dans ces catégories-là. L'expiration ici, parce qu'on veut que la cache expire à un certain moment, parce que sinon, vous pourriez avoir un vieux fichier qui traîne là, disons que je mettrais infini, mais votre JavaScript ou votre page HTML, peut-être qu'elle n'est plus du tout valide, vous allez toujours chercher dans la cache, alors que le site il a été mis à jour maintes et maintes fois depuis. Avec ça ici, max age, je vais mettre le nombre de secondes. Je vais dire par exemple 3600, 3600 secondes pour dire une heure, mettre en cache pendant une heure. Donc, on voit qu'il y a plein d'autres choses ici. Je ne veux pas embarquer dans ces autres choses-là. Juste garder en tête le max age et public, private et no store qui sont importants ici. Vous voyez ici, une réponse est normalement mise en cache par le navigateur s'il y a un code de statut 301, 302, 307, 308, 410 que je ne connais pas ici. Je vais le voir plus tantôt. Cache control n'a pas no store. Ou s'il s'agit d'un mandataire, il n'a pas privé. Privé, c'est private ici. C'est juste qu'ils l'ont traduit, je ne sais pas pourquoi ici. Avec différentes choses. Allez pas dans le détail ici. L'important, c'est de garder en tête qu'il y a des ressources qui sont cachées, puis vous, en tant que développeur, vous pouvez contrôler qu'est-ce qui est mis en cache ou pas. Ça ne veut pas dire que le navigateur va respecter vos souhaits. Si l'utilisateur a un navigateur qui est un navigateur maison ou un vieux navigateur qui n'a pas été mis à jour, peut-être que ça ne sera pas pris en compte. Mais vous gardez en tête que vous avez un certain contrôle, puis que les navigateurs, habituellement, les navigateurs récents respectent ça ici. Excusez, ça flash ici. Code HTTP 304, on fait une requête à une ressource sur le serveur, et si elle n'a pas changé, ben on dit au navigateur, utilise ta version de la cache. Pourquoi j'ai mis ça ici? C'est pas matière au cours nécessairement, mais vous allez le voir quand vous allez chercher. J'ai parti mon projet de cache, dans le fond, entre-temps. Je peux vous montrer ici le code. Ici, on voit test.js, état 304. Not modified, c'est-à-dire que ça n'a pas été modifié. Prends ce que tu avais déjà comme réponse ici. Je ferme ça ici. Je reviens à ça.
Cache côté serveur, c'est possible de faire de la cache du côté serveur. C'est pas matière au cours. Je veux juste dire que ça existe. Si vous avez des requêtes qui sont fréquentes ou des pages qui, par exemple, des pages dynamiques que vous générez soit en Jinja dans le cas du cours, ou en Razor, ou si vous faites du .NET, ben, vous pouvez dire, mais mets-la en cache, mais du côté serveur. Fait que le client qui va vous appeler, lui, peu importe sa cache, comment il la gère, mais cette page-là, il va la recevoir. Puis encore là, on peut gérer, dans le fond, combien de temps les pages sont mises en cache. Avec Flask, c'est Flask Caching que vous avez besoin. Moi, je vous dis, c'est pas matière au cours, mais c'est juste pour vous montrer que la cache est vraiment partout. On peut l'avoir du côté serveur. Elle existe dans le navigateur. Elle peut exister aussi dans les différents serveurs que à travers lesquels vous passez pour vous rendre au site web. Là, on a parlé du serveur proxy. C'est vraiment l'exemple qui me vient en tête. Là. Quand on est au cégep, qu'on appelle google.com, on passe par un serveur qui s'appelle un serveur proxy, qui lui fait la requête pour nous. Puis lui, il peut mettre des choses en cache aussi. Un truc de développeur, quand vous faites des essais sur votre poste, ça se peut que vous ayez, par exemple, un vieux JavaScript, puis vous, hey, comment ça que mes changements, je ne les vois pas? Comment ça que mon CSS, je ne le vois pas? Vous pouvez faire CTRL F5, puis ça va automatiquement faire fi de tous les aspects de cache, puis ça va aller chercher les valeurs, les ressources sur le serveur. Dans notre cas, notre serveur, c'est sur notre machine pour l'instant, mais c'est le même concept pareil. Là. On roule un serveur local avec Flask. Je gardais ça en tête. Mais vos clients ne feront pas CTRL F5. Moi, j'ai développé des applications dans le passé, puis là, je veux pour faire des tests, mais je disais à la personne qui travaille avec moi, mais fais CTRL F5 pour avoir la version à jour. Mais vos utilisateurs finaux, ils ne feront pas CTRL F5. Fait qu'il va falloir trouver une manière de les avoir, dans le fond, toujours à jour, la dernière version. Deux façons qui me viennent en tête comme ça ici. Soit que vous vous dites, mais cache pas cette ressource-là, ou peut-être que vous mettez un temps de cache court. Si vous mettez, par exemple, un JavaScript, vous mettez 1 an en cache. Ça va prendre du temps avant que l'utilisateur soit au courant qu'il y a une nouvelle version. Ça, c'est une possibilité. Mettre un max age plus court ou mettre un no store, par exemple, des choses comme ça. Autre possibilité, moi, c'est ce que j'utilise ici, c'est de mettre un numéro de version sur votre script. Par exemple, vous êtes à la garno.js pour JavaScript. Là, si je décide de faire une deuxième version, mais j'aurais dû l'appeler dans le fond garno-1.0.js. Quand je mets une nouvelle version, mais garno-1.1.js. Pourquoi ça fonctionne? C'est parce que c'est considéré comme deux fichiers différents. Le navigateur, pour lui, c'est une nouvelle requête, c'est pas le même nom de fichier, donc il ne va pas chercher dans sa cache. Ça, c'est une possibilité. C'est celle que j'utilise habituellement là, pour pas avoir le problème d'avoir des vieux fichiers JavaScript chez le client. Mais vous pouvez le gérer avec la cache aussi, c'est vraiment vous qui décidez. Si vous gardez en tête des choix que vous avez à faire. Ça ici, j'ai écrit 2 fois, cache. C'est bon. Je l'ai écrit 2 fois. Truc de développeur, ça c'est déjà fait. Démonstration de cache.zip. J'ai fait un petit code ici. Si on veut que les fichiers statiques, ça c'est en Flask, si on veut que les fichiers statiques ne soient jamais mis en cache, c'est ce qu'on va faire ici. Send file max age default. On met ça à 0. Je vais l'enlever ici. Je vais redémarrer l'application. J'ai fait différentes routes. J'ai fait une route ici qui dit un max age de 300 secondes, qui est 5 minutes ici. Je peux aller sur cette route-là. Je vais ouvrir ici. Oups. Voyons. Okay. Avec ça ici, je vais aller voir mes documents, le document qui est là. On voit ici Cache Control, Max Age 300, Public ici.
Puis je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Quand vous l'écrivez directement dans la barre d'adresse, ça donne quelque chose de différent. Tu peux passer une mise en cache. Si je retourne à l'accueil, on va ici, puis là, on voit que c'est marqué cache du disque. Avec le nombre de la taille de la réponse. Ici. Avec cache du disque. Mais quand je l'écris directement dans la barre, on dirait qu'il considère que je veux vraiment une page en particulier, puis je veux la rafraîchir. On voit qu'il n'est pas marqué cache du disque ici. Vous en pas avec ces petits détails-là. C'est ça ici. Page non mise en cache, j'y vais. On va aller voir si c'est effectivement, voyons, elle n'est pas mise en cache. Non caché, max age 0. Je vais marquer non cache ici. J'aurais pu écrire no store pour être sûr. No cache, mais il va vérifier au serveur est-ce que je devrais la cacher ou pas. En mettant max age à 0, mais c'est sûr que l'information ne viendra pas de la cache. Je retourne à l'accueil. Avec erreur 500, j'écris une erreur 500. On va ici. J'ai bien un code 500 ici. Donc, j'ai marqué no store ici. Je veux vraiment pas que les erreurs 500 soient mises en cache. Pour la raison que j'ai dit tantôt, si la personne, là, c'est une route qui fait vraiment une erreur 500 à chaque fois, ça va toujours donner le même résultat. Mais si la personne atteint une page d'erreur, puis qu'elle se réessaie une deuxième fois, puis que là, ça vient de la cache, mais ça veut dire que la page d'erreur va être affichée une nouvelle fois, alors que peut-être que le problème est résolu. Peut-être, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais je garde en tête que les pages d'erreur 500, il ne faut pas que ça soit caché. Puis il ne faut pas non plus que ça se retrouve dans les résultats d'engin de recherche. Dans le passé, j'ai travaillé sur un projet, puis il y avait une page d'erreur 500. Quand on cherchait, par exemple, monsite.com sur Google, mais un des premiers résultats, c'était une page d'erreur 500. Ça a l'air fou. Ça, c'est ce qu'on appelle indexer. On n'a pas parlé encore pour l'instant, mais l'indexation. C'est la cache finalement de Google ici, là, quand son moteur de ces petits robots se promènent sur Internet. Donc, vous voyez ici ce que j'ai fait, mes réponses.cacheControl, du max age, pour mettre un. Public, mais je dis false, donc cache true. Si vous mettez, je pense que c'est même pas nécessaire ici, on pourrait le tester là, en mettant nos caches, mais il va juste mettre nos caches. On ne peut pas être public et nos caches en même temps. Ici. La board 500, mais j'ai fait une erreur 500. Puis je dis que son code de retour, c'est ça. Je mets no store égale true. Automatiquement, ça le fait. Gardez en tête que c'est le framework qui vous permet de faire ça. Sinon, il faudrait tout faire ça à la main. Il faudrait que vous accepteriez une requête, vous la décortiqueriez et vous changeriez, dans le fond, vous créez une réponse. Moi, je crée une réponse avec ces outils-là qui viennent avec Flask.